Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de LFNA TV. Au programme aujourd'hui, les clubs de Ligue 2 peaufinent leur préparation. Pau s'est incliné face à Toulouse en début de semaine avant d'aller défier Angoulême 3 jours plus tard. Vous verrez le résumé de Niort-Angers qui se déroulait dimanche dernier sur l'île de Ré. Bordeaux est allé défier Trélissac il y a quelques jours. Dans un instant, les meilleurs moments de cette rencontre. Nous irons à la rencontre du club de foot de Pessac-Alouette en Gironde et de son président Abderraouf Ouergui, où il œuvre au quotidien pour l'insertion des jeunes de Pessac, reportage à venir. Notre portrait de la semaine est consacré à Sophie Cornillo, la coach de l'équipe féminine de l'Entente sportive des Trois Cités basée à Poitiers. Enfin, nous parlerons de l'association Colosse au pied d'argile, qui lutte contre les violences verbales et physiques faites aux plus jeunes. Plus que quelques jours avant le début de la saison de Ligue 2, Pau jouait en début de semaine à Tarbes contre Toulouse, promu en Ligue 1. Un vrai test pour les hommes de Didier Tolo. Résumé de la rencontre avec Florian Sabatier. Début de la rencontre amicale entre le Toulouse FC et le FC Pau du côté de Tarbes. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les joueurs du TFC qui vont se lancer avec un superbe jeu à une touche. Oneyou Ado va buter sur le gardien de but. Mais les hommes de Didier Tolo ne sont pas en reste puisqu'ils vont jouer leur va-tout avec Georges qui lui aussi bute sur l'ultime rempart. Sur une nouvelle phase de jeu construite, les joueurs toulousains vont s'essayer sur une frappe lointaine, mais cette fois-ci ne parviennent pas à trouver le cadre. Les vagues offensives s'intensifient sur le côté droit de la défense paloise, mais le gardien reste tout de même vigilant. Mais le Pau FC ne s'avoue pas vaincu et sur une belle ressortie de balle, ils parviennent à s'offrir une belle occasion de but. Bien décalé, Gomis va tenter un bel intérieur du pied second poteau, mais le portier toulousain s'envole pour repousser la tentative. Toutefois, sur de leur force, les Toulousains insistent pour essayer d'ouvrir la marque. Ratao va réaliser un superbe rush, mais il ne parvient pas à trouver le cadre. Sur un long renversement de jeu, les joueurs de Philippe Montagnier vont voir leur tentative être très bien captée par le gardien palois. Et à force d'insister, les Toulousains vont parvenir à ouvrir la marque sur une belle action collective de la part de Rafa Ratao. Fin du premier acte et ce sont les Toulousains qui mènent à la marque. Au retour des vestiaires, le rythme va baisser un petit peu d'intensité. Sur l'une de leurs rares opportunités, le Pau FC va voir la frappe de l'extérieur du pied de Kwangwai fuir le cadre. Toulouse veut se mettre à l'abri et sur une belle opportunité très bien construite, ils ne sont pas loin de doubler la mise, mais il faut toute la vigilance du gardien. Sur une nouvelle incursion de Fares Chaibi, les Toulousains vont s'essayer à une nouvelle frappe qui ne sera pas cadrée. Les Toulousains ne cessent de pousser, mais la défense paloise résiste tant bien que mal. Mais à force, les Palois vont forcément céder sur une frappe de Ruiz qui est déviée par un défenseur et qui finit au fond des filets à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Fin de cette partie et c'est Toulouse qui s'impose sur le score de 2-0 contre Pau. Oui, c'est ça, même si j'ai trouvé qu'on était un peu moins d'énergie que samedi dernier, c'est un peu logique, un peu plus de déchets techniques, un peu de moins de liant, donc c'est un match que l'on gagne, mais on voit qu'on n'est pas encore complètement au point. On a une volonté de jouer au ballon, donc voilà, même contre une équipe comme Toulouse, on a réussi à ressortir les ballons, on a réussi à se créer des situations. Sur le match, je pense qu'on a autant, voire plus de situations qu'eux. Maintenant, voilà ce qui a fait voilà, eux ils ont été assez chirurgicales sur leurs occasions de but. Nous on l'a été moins, mais c'est pas ça, voilà, à la troisième semaine, c'est pas ça qui est dommageable aujourd'hui. L'état d'esprit est bon, le fait de vouloir jouer au football c'est bon,
Maintenant, il faudra la mettre au fond sur les prochains matchs. Les joueurs palois affrontaient 3 jours plus tard Angoulême, victoire 1-0. Le but est signé Walid Jarmouni. À noter un fait marquant dans cette rencontre, l'expulsion de 3 joueurs de Pau lors de ce match amical, Eddy Sylvestre, Steve Benard et le coach Didier Tolo. Il ne restera plus qu'une rencontre pour les joueurs des Pyrénées-Atlantiques avant d'aller affronter Annecy pour la première journée de Ligue 2. Ça sera face à Niort samedi prochain à Saint-Médard-en-Jalles. Les Girondins de Bordeaux, toujours dans le flou pour la saison prochaine en Ligue 2, affrontaient Trélissac il y a quelques jours. Résumé du match avec Florian Sabatier. Début du second match amical des Girondins de Bordeaux contre le Trélissac FC. Dès les premiers instants de la partie, c'est Logan Delaurier-Chaubet qui va tenter une frappe mais qui ne trouvera pas le cadre. Quelques instants plus tard, sur une très belle percée de Danilo Ignatenko, le milieu de terrain ukrainien va servir Emilien Makani qui n'arrivera pas à conclure l'offrande. Dans la foulée ou presque, c'est le capitaine des Marinés Blancs, Johan Barbet, qui va s'essayer sur un coup franc lointain mais bien stoppé par le gardien adverse. Les hommes au scapulaire continuent de pousser sur une frappe contrée. Ignatenko va tenter une belle demi-volée qui ne surprend pas l'ultime rempart. Bien que malmené, Trélissac va parvenir à sortir de sa surface de réparation, mais l'attaquant périgourdin ne parvient pas à cadrer sa frappe. Dans les toutes dernières minutes du premier acte, sur une phase de jeu construite, la volée de Dani Ignatenko ne trouve pas encore le cadre. Fin du premier acte où l'équipe de David Guillon a maîtrisé son sujet. Au retour des vestiaires, les Girondins de Bordeaux vont continuer d'appuyer. Sur une mauvaise relance du gardien, les hommes au scapulaire vont réussir à jouer à une touche de balle avant de trouver Logan Delaurier-Chaubet qui inscrit son deuxième but de la préparation sur un joli service de Junior Onana. Sur un bon rythme, les Marinés Blancs vont intensifier leurs efforts et sur un débordement côté gauche, Marvin Delima va pouvoir effacer quelques joueurs avant de rendre le ballon à Issouf Sissoko qui ne se pose aucune question et réalise un très bon intérieur du pied qui finit au fond des filets. Rentré en cours de partie, Sékou Mara ne sera pas loin de montrer son efficacité redoutable, mais sa frappe finit au-dessus des cages de Trélissac. À quelques minutes du terme, sur un bon ballon récupéré de Marvin Delima, ce dernier va centrer au second poteau et trouver Emilien Makani qui conclut parfaitement l'offrande pour le 3-0. Vote pour les Girondins de Bordeaux de numéro 8, Makani. Si le match est plié, Sékou Mara veut tenter une nouvelle frappe qui ne sera pas encore cadrée. Cette fois-ci bien lancée, il voit sa frappe être repoussée par le gardien adverse. Et fin de cette rencontre sur le score de 3-0 avec une deuxième victoire en autant de matchs pour les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux affrontaient Orléans hier au stade de la Source. Une défaite pour les Bordelais 2-1. Le buteur côté Girondin est Émeric Depusset. Bordeaux affrontera Saint-Étienne mercredi prochain à Vichy. Enfin, pour clore la préparation des Girondins, l'identité du dernier adversaire n'a pas encore été dévoilée. Autre match amical que l'on vous propose aujourd'hui, les Chamois niortais, qui étaient en Charente-Maritime dimanche dernier pour y affronter Angers. Une rencontre qui se déroulait sur l'île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré. Il faisait beau sur l'île de Ré dimanche dernier. Les Chamois niortais pour leur deuxième match amical de pré-saison affrontaient Angers, club de Ligue 1, à Saint-Martin-de-Ré. Les Niortais n'attendent pas pour se mettre en évidence. 7e minute de jeu, coup franc de Bilal Boutoba, mais le ballon s'en va mourir au second poteau. Trop fuyant pour cette première tentative. Deux minutes plus tard, Amadou Sagna est lancé dans la profondeur. Il vient fixer Sabanovic, le défenseur angevin, et arrive à centrer au second poteau. Bilal Boutoba, tel un renard des surfaces, parvient à tromper le portier scoïste. 1-0 pour Niort à la 9e minute.
Les Angevins n'attendent pas pour réagir. 4 minutes plus tard, Abdelli vient trouver Taibi en profondeur côté droit. Le milieu angevin remis sur Sabanovic qui en une touche parvient à trouver la tête de Loïs Diony. Mathieu Michel, le portier niortais, réalise une belle parade, mais ça ne suffit pas en 2 temps, Loïs Diony égalise. Un partout à la 13e minute de jeu. Le match perd petit à petit en intensité, mais les Niortais à la 28e minute sont toujours présents au pressing. Amadou Sagna encore lui s'arrache et va trouver Moata Zemzeni en profondeur. Mais l'attaquant des Chamois n'arrive pas à bien ajuster son centre. Juste avant la pause, les Angevins se montrent dangereux. Le jeune Jean-Matteo Baoya est lancé en profondeur, mais Mathieu Michel vient percuter l'attaquant angevin. Coup franc sifflé par l'arbitre Olivier Thual. Pas de carton pour le portier niortais, seulement un rappel à l'ordre. Marine Jacolis, l'attaquant angevin bien en jambes sur cette première période, s'élance et vient trouver la barre de Mathieu Michel. C'est la mi-temps, un but partout entre ces deux équipes. Plusieurs changements effectués par les deux entraîneurs pendant la mi-temps. La deuxième période débute avec des Niortais à l'attaque. Sidi Cissé adresse un bon centre pour Yanis Mergi, dont la tête passe de peu à côté. Il ne se passe plus grand-chose jusqu'à la 78e minute. Bobichon vient trouver Salama au second poteau qui ajuste parfaitement Jean Louchet, le gardien des Chamois. Ça fait 2-1 pour les Angevins. Les dernières minutes ne donneront rien. Olivier Thual siffle la fin du match sur ce score de 2-1 pour Angers. C'est un match, je pense, d'une bonne qualité technique, s'il n'y a pas eu beaucoup de choix techniques ratés. Mais après, c'est des matchs de préparation, donc on sait très bien que ça nous sert à nous coachs. Mais en tout cas, j'ai vu vraiment des choses qui m'ont plu sur ce match. On intègre des nouveaux joueurs, que ce soit sur l'aspect défensif, que ce soit sur l'aspect offensif. Voilà, les coups de pied arrêtés, je pense qu'on est prêt. On les a beaucoup travaillés là, depuis une dizaine de jours. Après, il faut répéter et puis toujours avoir l'ambition de s'améliorer parce que même si il y a des choses bien, il y a des choses qui sont à corriger, c'est bien normal, quoi. Après cette défaite, les Niortais sont allés à Fougères pour un autre test contre un club de Ligue 1, l'AC Ajaccio. Une défaite 2-0. Prochaine rencontre contre Pau pour le derby néo-aquitain samedi prochain à Saint-Médard-en-Jalles. Nous connaissons désormais les poules de nos clubs néo-aquitains pour la saison prochaine. Le groupe D de la Nationale 2 sera composé de 4 clubs de la région, Bergerac-Périgord, Angoulême-Charente, Trélissac et le club promu, le Stade Bordelais. En National 3, voici la poule Nouvelle-Aquitaine composée de 3 promus, le FC Porte-Entre-deux-Mers, Pau FC 2, et enfin la dernière place de ce groupe se jouera entre Guéret ou La Rochelle. Alors que le club de la Creuse a remporté son groupe de Régional 1, l'ES La Rochelle a entamé une procédure pour récupérer des points sur tapis vert. Dans le groupe C des U19 nationaux pour la saison prochaine, on retrouvera notamment les Chamois niortais, les Girondins de Bordeaux et le club du SA Mérignac. Pour les U17 nationaux, le groupe E sera composé de 3 clubs de la région, les Girondins de Bordeaux, le SA Mérignac et enfin le FC Marmande 47. Dans le groupe F, les Chamois niortais seront le seul club de Nouvelle-Aquitaine. Le championnat de France féminin reprendra le 10 septembre prochain. On y retrouvera notamment l'ASJ Soyaux-Charentes et les Girondins de Bordeaux. Enfin, Bordeaux sera une nouvelle fois représenté dans le groupe D du championnat de France national féminin U19. Partons désormais à la découverte du club de Pessac-Alouette, club de Gironde au sud-ouest de Bordeaux. Le président Raouf Ouergui œuvre au quotidien pour l'insertion des jeunes de Pessac. Reportage de Florian Sabatier. Il fallait se remobiliser pour essayer d'attirer le maximum possible, surtout de jeunes. Et donc l'histoire du club, elle a commencé, je crois, en 1966. Le club faisait partie de l'Omnisport. En 2011, le club s'est détaché, donc c'est devenu le FC Pessac-Alouette.
Le club, il avait comme histoire, toujours de bien exister dans un quartier qui est vraiment un point d'intersection, qui peut réunir beaucoup de personnes et surtout, on a une bonne mixité qui fait la force de notre club. L'objectif principal, c'était vraiment s'ouvrir et accueillir et partager. Donc on a vu que ça a marché et puis les parents, ils ont adoré. On est parti dans ce sens-là. Ça veut dire que la qualité d'accueil se reflète, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et je dirais l'objectif est simple, hein. Quand on a une école de foot, forcément on a envie de l'améliorer. Aujourd'hui, on peut être fier parce qu'on est passé de 87 licenciés il y a 3 ans à pratiquement 300 licenciés. Donc ça reflète le boulot énorme qui a été fait par nos éducateurs et tous les adhérents, tous les bénévoles. Allez les enfants, allez. Suivez Mohamed. Tu les congés toi ou quoi? Y mettre ici là, vous restez ici. Tranquillement, vous conduisez votre balle au coup de sifflet. Dans votre conduite de balle, arrêtez de regarder vos chaussures. S'il te plaît. Voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà. Mais le club de FCPA Football, on va dire que c'est pratiquement notre noyau de notre mieux vivre ensemble dans le quartier. Tous nos enfants sont licenciés et nous aussi on fait ce qu'on appelle le soutien scolaire et ça nous permet d'avoir un indicateur de valeur par rapport à tout ce qui se passe dans le quartier au niveau de la citoyenneté. Le partenaire le plus proche sur notre territoire, c'est le FCPA Foot et l'association Main Beaucoup, Main Solidaire. Donc pour nous, au vu du nombre d'enfants qui fréquentent le club sportif, pour nous ce n'est pas un club sportif classique, c'est une association socio-sportive. Donc ce qui fait qu'elle a un impact social dans le quartier et ça mérite de la soutenir, surtout financièrement, pour qu'elle puisse répondre aux besoins de toute la population, parce que je pense à un moment donné, le club ne pourra pas accueillir tous les enfants et c'est dommage qu'on les laisse sur le banc, parce que c'est un sport qui attire de plus en plus d'enfants, c'est un sport populaire et donc je pense que c'est aussi un outil pour traiter pratiquement toutes les problématiques qu'on rencontre dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de vraies règles, je pense. Il n'y a pas une formule simple et commune. Ça se prête dans n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de bouche à oreille, je pense, qui tournent. Ça, c'est une vraie valeur parce qu'un enfant ou un jeune adulte qui est là et qui se sent bien dans son club, forcément, déjà, c'est une promo à lui tout seul. Donc déjà, ce sont nos licenciés qui nous font déjà une belle publicité au sein de leurs camarades de classe, de leur famille, de jeunes de quartier qui habitent ensemble. Et après, bien évidemment, ça passe encore par une fois la communication sur les réseaux sociaux, pour les inviter à des événements, leur faire découvrir des journées portes ouvertes. On va avoir de différents moyens pour pouvoir attirer et montrer l'importance du foot au sein de la vie de famille pour l'enfant qui va pouvoir être dans cette pratique. Ah oui, c'est une évidence. Il faut pour moi, ça passe maintenant dans la conjoncture dans laquelle on est, il faut une présence sur les réseaux, toutes catégories d'âge confondues. Les gens vont voir les avis, ils vont voir un peu ce qui se fait par le biais des photos, des commentaires. Donc il faut absolument avoir du contenu sur les réseaux et expliquer un petit peu comment ça se fait. Il faut sortir de la bulle du club en lui-même. C'est indispensable. Voilà, il y a On se base aussi sur la formation. On a beaucoup de comment dirais-je, de demandes. On essaie de ne pas grossir en termes de quantité.
Et on essayait de trouver l'équilibre entre la qualité et la quantité pour bien prendre en charge, que ce soit les jeunes. On a une autre mission aussi, c'est subvenir aux besoins de tous les jeunes de quartier, parce que c'est un quartier assez réduit, petit. Et puis on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'insertion sociale. On fait beaucoup de programmes éducatifs. Il y a quelques années de ça, on avait créé une classe éducative avec le collège qui se trouve juste à 2 minutes d'ici. Voilà, l'objectif il est multiple. Donc l'essentiel pour nous, c'est trouver ce fameux équilibre entre l'éducatif, le social et le sportif. Ce qui est important, c'est de leur faire découvrir déjà le football, le sport qu'ils aiment, il vaut mieux. Et puis avec les installations que l'on possède, donc on peut accueillir un maximum de gamins au sein du club, quoi. Puis avoir des contacts aux alentours avec les parents, les familles, tout ça qui est autour. Pour nous, c'est important, quoi. Ça nous permet d'avoir un appui et puis un réconfort, surtout pour nous. Ça nous permet de travailler tranquillement et sans problème. C'est très important. Les 8-9 ans, les 6-7 ans, où on a des gamins qui ont progressé. Après, il faut garder ce groupe, il faut garder cet ensemble pour pouvoir après les faire progresser pour jouer plus haut, quoi. Ça, c'est important, c'est primordial. C'est primordial, même si on n'est pas un grand club, mais c'est toujours, il faut être représentatif. Puis il y a le comportement qui a changé aussi par rapport à il y a quelques années où il y a eu... moi j'étais déjà là avant, il y a quelques années, où après c'est parti un peu... ça a été difficile, on n'a pas une très bonne cote. Et puis là, c'est depuis 3 ans, là je suis revenu depuis 3 ans, et on a instauré une discipline vis-à-vis des gamins, même si c'est des gamins qui sont issus d'ethnies différentes et tout ça. Mais enfin, on n'a pas eu de problème, quoi. On a passé une saison formidable, quoi. Faire mieux. Je pense qu'on peut vraiment développer la communication. Au niveau de la communication, ça fait quand même c'est très récent pour moi. Donc je pense que le levier il va être là, de pouvoir communiquer en local, mais aussi en plus large sur les communes aux alentours et de pouvoir montrer l'image qu'on a, voilà, du club et des ambitions du club. Ah oui, absolument, ouais. Absolument. Mais j'ai toujours vécu comme ça. C'est-à-dire que depuis Paris, tout ça, même ici, pour moi, ça a toujours été des aventures humaines intéressantes. Même si quelquefois ça a été difficile, mais pour moi, ça a toujours été intéressant et bénéfique en plus. Parce que on m'a apporté beaucoup de choses. Ça, je ne l'oublierai jamais. On m'a apporté beaucoup de choses. Certaines personnes qui m'ont apporté beaucoup de choses. Donc ça, je le retiendrai. Pour moi, après, je pourrais me retirer soulagé, mais bon, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Sincèrement, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, pour moi, c'était le top du top, quoi. Et ça nécessite beaucoup d'attention. Et ce qui était compliqué au début, c'est de faire cohabiter tout le monde. Parce que c'était la découverte pour certains. Et puis, je pense, à mon avis, le sport, et surtout le foot, met tout le monde d'accord. Et nous, on est bien contents de voir ça de très près, de le toucher de très près, de le vivre de très près. C'est ça qui fait notre force, parce qu'en très peu de temps, je pense qu'on a atteint des objectifs qui sont quand même sympas et on ne fait qu'essayer d'améliorer. Forcément, on ne peut que remercier tous nos adhérents et surtout l'état d'esprit qui règne aujourd'hui à Pessac. C'est un très bon état d'esprit et surtout une vraie famille. C'est surtout ça. Comme
Comme tous les dimanches de cet été, vous découvrez ou redécouvrez les meilleurs reportages et portraits de la saison. Place aujourd'hui à l'association Colosse au pied d'argile, une association créée en 2013, engagée dans la prévention et la sensibilisation aux violences dans le milieu du sport. Des violences verbales, des violences physiques. Un enfant qui subit par exemple une violence verbale vis-à-vis son orientation sexuelle ou vis-à-vis de sa corpulence, il est blessé et il va perdre confiance en lui. Et il va perdre aussi le plaisir du football. La charte des Colosses, c'est une convention qui va lier notre district à l'association des Colosses, qui va nous aider à accompagner toutes les personnes victimes. Sont victimes les jeunes garçons ou filles qui ont subi des violences sexuelles, mais sont victimes aussi collatérales, les clubs dans lesquels ça se passe. Et donc les Colosses vont nous accompagner à mettre en forme l'aspect juridique et puis ensuite il y aura un accompagnement psychologique des victimes, clubs ou personnes. Ma priorité depuis que je suis présidente de district, depuis 2014, a été la priorité contre la violence. Donc ça a vraiment été un engagement fort de ma part. Et je veux l'accentuer également pour ce mandat. Il y a les violences qui sont dans les stades. Depuis 2015, j'ai signé une convention de partenariat donc, avec la DDCS, donc les tribunaux de justice, également de La Rochelle, de Saintes, également avec la police. Et j'ai mis en œuvre des actions. J'ai systématiquement mis des délégués départementaux sur tous nos matchs de première division et également sur nos matchs à risque. Malheureusement, je n'ai pas assez de délégués départementaux et je vais mettre en place des actions de sensibilisation pour des formations de délégués pour nos 2e division et 3e division. En termes d'image, il y a une blessure qu'il faut absolument réparer, c'est la blessure que le jeune ou la jeune va subir. La sensibilisation, c'est vraiment de faire en sorte que chaque enfant, on a 8900 licenciés jeunes de moins de 18 ans, et que chaque enfant, qu'il subisse ça au sein du club ou dans sa famille, puisse trouver un lieu de parole pour libérer, parce qu'il ne pourra se réparer que s'il a pu parler auparavant de ce qui lui est arrivé. Notre portrait ce soir est consacré à Sophie Cornillo, l'ancienne joueuse de Blanquefort, coach de l'équipe féminine de l'Entente sportive des Trois Cités, basée à Poitiers. Humainement, c'est quelqu'un d'exigeante. Elle amène aussi son expérience et sa sérénité en dehors comme sur les entraînements et les matchs. Ouais. J'ai commencé dans le football en étant joueuse. Voilà, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, dans une équipe de garçons avec mes copains à l'époque, en suivant mon papa sur les terrains. Et puis j'ai joué jusqu'à l'âge de 30 ans dans diverses équipes. Donc j'ai joué pendant 4-5 ans avec les garçons. Et puis ensuite je suis venue jouer ici aux Trois Cités, puisqu'à l'époque c'était le club phare du département de la Vienne qui jouait en national. Donc ils étaient venus me chercher pour venir jouer. J'ai commencé à être éducatrice quand j'avais 17-18 ans ici aux Trois Cités. Je jouais en senior et en fait il y avait besoin de filles pour encadrer les petites. Et la fibre est venue, le plaisir d'encadrer, de donner des conseils, d'avoir un impact sur le jeu m'a tout de suite pris. Les 14 que j'ai choisis, les filles, c'est 14 filles qui doivent tout donner, de la première à la 95e minute. Vous le savez, on est un groupe, on est 18. Je fais des choix, je laisse des filles à la maison. Ces filles, elles ont envie d'être là. Donc, vous n'avez pas le droit d'être suffisante en match. J'ai tendance à dire que je me prépare comme si je jouais
déjà dans mon week-end, peut-être plus que quand j'étais joueuse, j'avoue. Je fais attention à mon alimentation le samedi, un peu comme si j'allais moi-même jouer le dimanche, voilà, à faire attention un peu aussi le samedi soir, à me coucher tôt. J'ai besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir en redonner aux joueuses. J'ai vu en elle quelque chose où elle était vraiment très ambitieuse pour le club et pour le foot féminin, alors qu'elle n'était plus dans le club depuis un certain nombre d'années. Elle a déclaré pendant cette rencontre qu'elle croyait au projet du club de Poitiers-Trois-Cités. Elle ferait tout pour le réussir. C'est elle qui va calmer tout le monde. Elle a toujours les mots justes. On n'est que des êtres humains, on peut se tromper sur certaines décisions, mais elle reste toujours dans cette même lignée, droite et calme dans toutes ses décisions en fait. Ça fait 20 minutes qu'on joue, on n'a pas fait 3 passes, d'accord? Donc vous rejouez au foot si vous voulez espérer gagner ce match, d'accord? Et vous arrêtez de vous prendre la tête sur des broutilles, c'est tout le monde qui joue ensemble, ok? À l'extérieur, je suis responsable des ressources humaines d'une association dans le secteur médico-social. Le rapprochement que je peux faire entre les deux choses, c'est le management, parce que être coach de foot, c'est avant tout gérer des personnes. Elle est posée, calme, c'est exactement la même à l'extérieur du foot comme au bord d'un terrain. Le foot prend beaucoup de temps. Donc je passe toute la journée au travail, comme tout le monde, avec un temps plein, donc du lundi au vendredi. Et puis ici, on a mis en place 3 entraînements par semaine, plus le dimanche. Donc on va dire, il me reste 2 soirées à disposition pour ma vie personnelle. Elle est très ambitieuse pour le club et pour la section féminine. Le fait qu'elle soit exigeante, ça nous oblige, nous, à être à la hauteur aussi au niveau du club. J'aime tout en fait dans le coaching, tout ce qui se passe, toute la préparation de la semaine. J'aime être sur le terrain pour donner une dynamique, travailler des techniques, de la tactique. Et puis j'aime aussi la vie qu'on a en dehors, la préparation des groupes. Voilà. Je rêve en fait de pouvoir leur faire découvrir, parce que c'est un groupe qui le mérite, ce que c'est que de partir sur un week-end quand on joue à un plus haut niveau, de passer une soirée ensemble en mise au vert, voilà, de découvrir ces rapports-là qui se créent dans un groupe. Je rêve qu'elle puisse le vivre parce qu'elle le mérite, et c'est aussi ça qui fait la beauté du foot et du sport collectif. C'est la fin de ce numéro de LFNA TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission.